Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette communication présente aussi des résultats sur une étude qui a porté sur la médiatisation, mais dont l'objectif était d'améliorer l'état des connaissances sur la médiatisation des sports équestres, mais aussi hippiques et de leurs éventuelles critiques. Cette recherche est inscrite dans un contexte précis, celui de la montée des sensibilités à l'égard du traitement des animaux et du cheval. Son objectif a donc été d'expliquer comment, dans et par la presse, se diffusent des éventuelles remises en question de l'utilisation des chevaux. Les pratiques, les images et les idées d'une époque composent la pensée sociale propre à une société donnée. C'est pourquoi cette pensée sociale est palpable dans les messages médiatiques. Et c'est aussi pourquoi l'étude des titres de presse a pour objectif de saisir une partie du processus de construction de l'opinion. Qu'une partie de ce processus, parce que nous avons étudié les articles de presse, mais aussi parce que les messages médiatiques sont reçus différemment par les publics et par différents publics. Ils sont appropriés, ils sont critiqués et ils sont remis en circulation dans la pensée sociale. Notre analyse s'est donc centrée sur le travail des journalistes et de leur rédaction et non sur leur lectorat. Les producteurs d'informations sélectionnent des faits qui leur apparaissent valorisables en tant qu'information. Et il faut comprendre que c'est en partie dans la pensée sociale, qui est toujours en mouvement, que les journalistes vont chercher une partie de leurs critères qui leur permettent d'évaluer la valeur d'information d'un fait. Dernier élément important, les messages médiatiques ont une matérialité. Ils sont le produit de journalistes qu'il faut rémunérer, ils sont publiés sur des supports qu'il faut financer. La production médiatique a un coût et elle a des contraintes économiques. Le second objectif de notre recherche a donc été de comprendre comment s'inscrivent l'équitation, l'hippisme et les questions liées au bien-être animal dans ce processus de production de l'information. Et ce, par l'étude de 4 grands quotidiens que sont Le Monde, Le Figaro, Libération et L'Équipe. Je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail les contextes dans lesquels s'est inscrite notre étude. En premier lieu, donc, comme l'ont dit les prédécesseuses, la contestation des sports équestres et hippiques. À n'en pas douter, celle qui est la contestation la plus vive est celle des militants animalistes radicaux. Plusieurs concours et plusieurs courses ont fait face à des intrusions de militants sur leurs pistes et sur leurs hippodromes. Quant à l'affaire Sandboy, si l'événement a fait date, c'est en partie donc parce que les médias généralistes s'en sont saisis. Quoique partiellement et inégalement, les 4 titres de presse que nous avons étudiés ont publié à eux seuls une trentaine d'articles sur le sujet entre 2021 et 2022. Signalons aussi, cependant, que la contestation de certaines utilisations du cheval, jugées trop intensives et trop brutales, n'est pas le seul fait de militants. La préoccupation du bien-être équin est aussi partagée par bon nombre des pratiquants du cheval, ce qu'a aussi montré la communication précédente. Il faut donc distinguer 2 formes d'animalisme en fonction de leur radicalité. L'une est politique, elle cherche à imposer une autre façon de voir les animaux. Les plus radicaux veulent la libération animale, adoptent un mode de vie vegan par exemple, un mode de vie duquel l'équitation est par définition exclue. Mais l'autre, elle est culturelle, elle est plus diffuse, elle relève d'une sensibilité collective qui évolue. Elle ne milite pas forcément pour les animaux, mais elle a cependant une vision et des normes quant à ce qu'elle juge acceptable de faire ou non avec eux. Concernant le cheval, nous désignerons cet animalisme-là par le terme d'hippophilie, pour qui aime les chevaux. Il faut aussi comprendre que ces 2 animalismes ne sont en rien hermétiques et que les idées peuvent circuler de l'un à l'autre. Deuxième contexte, donc celui propre aux contraintes médiatiques du journalisme de presse. En 20 ans, la numérisation de la presse a été révolutionnée. Ou plutôt, elle a révolutionné la façon de produire des informations. Elle a fait migrer les articles du papier vers le web et elle a augmenté la circulation d'informations d'une moindre qualité, parfois produites par des médias exclusivement numériques dont le modèle économique est différent. Concrètement, les titres de presse papier se sont retrouvés dans une situation de concurrence absolument inédite et leurs sources de revenus ont fluctué et diminué souvent. Les titres de presse que nous avons étudiés ont résisté à cette révolution, mais ils ont dû réformer leurs pratiques et faire des arbitrages. Donc ils produisent toujours une information de qualité, issue de terrain, de grandes enquêtes et du professionnalisme des journalismes. Mais en parallèle, souvent sur leur site internet et parfois sur les réseaux sociaux, ils publient des informations qui ont demandé moins d'investissement, qui ont parfois un titre accrocheur, un contenu plus sensationnel et dont l'objectif est d'attirer les lecteurs. Encore une fois, donc, comment s'en sortent les sujets équestres et hippiques dans ce contexte très concurrentiel ? Je vais maintenant vous présenter les méthodes de notre étude. La sélection du Monde, du Figaro et de Libération a suivi 4 critères objectifs. Nous voulions que le journal soit un quotidien, c'est-à-dire qu'il ait une fréquence de publication élevée. Nous voulions qu'il soit national, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous les lectorats français. Il devait être généraliste, soit traiter de toutes les informations évaluées par les journalistes comme importantes. Et il devait être structurant dans le champ médiatique du fait de son audience que nous voulions considérable et du fait qu'il avait ainsi un certain prestige social capable, par exemple, d'initier des comportements mimétiques dans d'autres médias. Et enfin, parce qu'il est un quotidien national et omnisport, et que cette étude porte principalement sur les sports équestres et hippiques, l'équipe a été ajoutée à ce panel.
Je vais maintenant vous... Ah oui, pardon. Et donc ensuite, un corpus d'articles a été constitué à partir des publications effectuées entre janvier 2004 et mai 2023. Et 2 lignes directrices ont guidé la sélection des articles. La première est celle des Jeux olympiques et paralympiques. Donc tous les articles médiatisant l'équitation aux JO ont été sélectionnés, ce qui en fait 223. La seconde est celle de l'émotion. Elle a ciblé certaines thématiques pressenties comme pertinentes pour étudier la diffusion des 2 animalismes dans la presse. Ont ainsi été retenus les 232 articles traitant des incidents et accidents survenus dans les sports équestres et hippiques, traitant aussi des cas de dopage et de maltraitance, et à l'inverse des articles plus positifs, traitant par exemple de la médiation animale, des recherches éthologiques et de l'équitation éthologique. Donc l'ensemble constitue un corpus de 455 articles qui a été analysé de 2 façons complémentaires, l'une qualitative par la lecture et l'autre quantitative en mobilisant également le logiciel Iramutech. Ensuite, cette analyse du corpus a été complétée par une série de 8 entretiens réalisés auprès de journalistes travaillant ou ayant travaillé dans nos 4 titres de presse étudiés. Je vais maintenant vous présenter les résultats. Donc, en premier lieu, les résultats propres à l'analyse statistique faite par Iramutech, donc une analyse de texte, et ensuite les résultats qualitatifs. Donc, le logiciel permet de définir statistiquement des classes de vocabulaire, soit des mondes lexicaux qui correspondent à des thématiques abordées au fil du corpus et donc des 455 articles. Et l'analyse a ainsi identifié 8 classes de vocabulaire que je vais vous présenter de gauche à droite. La première est celle des polémiques autour de l'organisation des JO. Ensuite viennent les histoires vécues avec les chevaux, l'encadrement et la gestion des rapports humains-chevaux, les mythes et traditions liés au cheval, l'hippisme, les couples olympiques des années 2000, les résultats olympiques à proprement parler et les couples olympiques après les années 2010. Je commenterai ici les 2 classes les plus représentatives, c'est-à-dire celles qui sont les plus importantes et qui représentent le plus les thèmes abordés dans le corpus. La première classe du corpus est la rouge et elle décrit ce qu'on a nommé les belles histoires vécues avec les chevaux. Ces mots de vocabulaire les plus fréquents sont cheval, aimer, gens, vie. Et donc, ça décrit que sous la plume des journalistes, les relations humains-chevaux se caractérisent par une très forte affectivité et par le partage d'expériences marquantes. Les thématiques du bien-être animal sont peu présentes dans le corpus. Elles apparaissent dans la classe violette, dont les 2 premiers mots sont animal et bien-être. Sauf que cette thématique y est diluée au milieu d'autres sous-thématiques, comme la recherche scientifique en éthologie et l'équitation éthologique, la médiation animale. Ce résultat témoigne en fait du faible traitement médiatique des questions de bien-être animal dans la presse généraliste, et ce, alors que nous avions sélectionné les articles en ce sens, afin d'essayer de la faire émerger. C'est aussi des données et des résultats qui sont confirmés par la lecture et l'analyse qualitative du corpus. Ce que le logiciel non plus n'a pas mis en évidence, c'est une augmentation quantitative de cet état de fait, c'est-à-dire de ce faible traitement médiatique des thématiques propres au bien-être animal. Je vais maintenant vous présenter les résultats qualitatifs qui sont issus des entretiens des journalistes et de la lecture du corpus. De façon unanime, les journalistes ont déclaré que les sports équestres et hippiques sont des sujets très mineurs pour les médias généralistes. Rares sont donc les événements capables de forcer leur médiatisation et d'offrir un sujet d'article, surtout en raison des contraintes économiques nouvelles de la presse. Ainsi, au terme de cette étude, plusieurs facteurs de médiatisation peuvent être décrits, et ces facteurs répondent à des logiques médiatiques que je vais vous présenter. Je peux d'abord citer les logiques propres à un fait sportif. Un résultat français est un facteur de médiatisation. Et s'il est en France, c'est encore mieux, puisque ça engage moins de frais pour les rédactions. Une très grande échéance est aussi un facteur de médiatisation. Ce peut être les Jeux Olympiques ou bien l'Arc de Triomphe. Ensuite viennent les logiques propres aux médias généralistes ou omnisports, pour lesquels l'équitation et l'hippisme sont des sujets mineurs. Par exemple, le contrat médiatique est un facteur de médiatisation. Le contrat médiatique, ça désigne l'entente implicite entre une rédaction et son lectorat. Par exemple, un lecteur du Monde ne s'attend pas à trouver le podium de la Coupe des Nations de CSO dans les pages du journal. Par contre, il sait qu'il trouvera l'information sur le site de Grand Prix. La lisibilité de l'événement est importante aussi, puisque les journalistes et les lecteurs des médias généralistes ne sont pas des spécialistes et tous les événements ne sont pas clairs et compréhensibles pour tout un chacun. Il faut aussi distinguer les logiques liées à des circonstances étrangères au fait lui-même, mais propres à au contexte de production de l'information. Une actualité peu concurrentielle est favorable à la médiatisation de nos sports. Parce qu'il y a des journées où il faut choisir entre plusieurs actualités brûlantes et d'autres non, des journées où les rédactions sont en sous-effectif et d'autres non. Enfin, la sensibilité et l'engagement du journaliste ou du rédacteur en chef est importante, puisqu'ils défendront ainsi auprès de leur équipe le sujet afin qu'il paraisse dans les pages du journal. Dernière chose, il y a des logiques propres à la valeur d'information détectée dans le fait lui-même. Une anecdote curieuse, par exemple, comme comment est-ce que les chevaux prennent l'avion peut constituer un sujet.
Mais il y a aussi les scandales importants qui méritent d'être portés à la connaissance du public, des scandales par exemple liés à des questions de fraude dans le sport ou à des questions de sexisme, et enfin des scandales liés au bien-être animal, en effet, qui peuvent susciter donc une émotion animaliste ou hippophilique. Autre résultat qualitatif, et tel que l'a expliqué un journaliste, je crois que le lecteur de l'Équipe n'achète pas l'Équipe pour lire de l'équitation. En revanche, le lecteur de l'Équipe peut être intéressé par une belle histoire. Donc, dans les entretiens, raconter des histoires est apparu comme une quasi-nécessité pour que soit médiatisée l'équitation et l'hippisme. Et ainsi, un élément particulier, c'est dégager des articles qui narrent le plus leur contenu, qui font le plus une mise en récit de leur contenu. C'est la référence à l'imaginaire dit de l'alter ego. C'est l'imaginaire dans lequel le cheval est représenté comme un autre être humain, partageant de façon harmonieuse et réciproque les mêmes intentions que son cavalier. Cet imaginaire est habituellement très présent au cinéma et dans la littérature, mais il est donc aussi utilisé dans la presse. Il faut dire qu'il fournit aux articles une trame narrative, une mise en intrigue efficace, parce que ainsi, cavaliers et chevaux sont présentés comme éprouvés par ce qu'ils traversent ensemble, et ils y font face ensemble comme des égaux. Des préconisations découlent donc des entretiens que nous avons réalisés avec les journalistes. C'est pourquoi il pourrait être intéressant de tisser des relations de confiance avec eux et surtout avec des journalistes peut-être extérieurs à la presse spécialisée. Et on pourrait par exemple imaginer les inviter à des événements sportifs ou bien des événements liés à des enjeux d'avenir de la filière afin qu'ils s'en saisissent. On pourrait également leur proposer des sujets, voire des dossiers de presse, tout en respectant les facteurs et logiques médiatiques que j'ai présentés avant. Tout ceci doit être fait en connaissance des contraintes qui pèsent sur les journalistes et leur rédaction, contraintes économiques, mais aussi contraintes professionnelles liées à leur déontologie. Parmi les sujets qui pourraient être proposés, je peux citer quelques exemples, comme par exemple des sujets en lien avec les efforts faits pour améliorer le bien-être et la sécurité des chevaux. Il s'agit de diffuser l'image, mais à condition qu'elle soit véridique, de filières conscientes et engagées dans la réformation de leurs pratiques. On pourrait proposer également des sujets où le secteur offre un bon exemple pour traiter plus largement de sujets de société importants. C'est peut-être des sujets en lien effectivement avec les relations humains-animaux, mais aussi des sujets économiques et politiques. Et l'objectif est d'initier une démarche pédagogique en allant vers les journalistes pour leur montrer en quoi la filière et le secteur équin sont intéressants. Enfin, parce que la mise en récit est un outil apprécié des journalistes et de leurs lecteurs, il serait bénéfique de proposer des belles histoires, mais qui n'utilisent pas trop un mythe de l'alter ego, qui parfois est simplificateur et trop idéaliste pour décrire la complexité d'une relation humain-cheval. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, l'animalisme est loin d'être un facteur de médiatisation des sports équestres et hippiques. Autrement dit, concernant le cheval, les sujets portés par les militants animalistes ne trouvent peu, voire pas de relais dans les titres de presse que nous avons étudiés, Le Monde, Le Figaro, Libération et L'Équipe. Par ailleurs, il faut rappeler que concernant la construction de l'opinion, les journalistes ne disent pas quoi penser aux lecteurs. Pour autant, leur traitement de l'information peut initier un changement dans les sensibilités collectives, celles des lecteurs et celles des journalistes eux-mêmes. C'est pourquoi le traitement de l'information n'est pas neutre et normalise ce que, collectivement, on trouve bien ou non de faire et d'utiliser les animaux, tels que le cheval. Et c'est pourquoi cela est important de prendre en compte. C'est aussi pourquoi la diffusion de l'imaginaire de l'alter ego dans et par les médias pourrait tendre à augmenter la sensibilité du public et des journalistes aux incidents capables de susciter des polémiques et de justifier une publication. Ce changement dans les sensibilités collectives contribuerait à rendre problématique certaines utilisations du cheval, et il faut donc considérer combien ce mythe bénéficie également à l'animalisme politique. Parce que de fait, si le cheval est un alter ego, pourquoi n'aurait-il pas les mêmes droits que l'homme ? Concernant les préconisations, il est vivement recommandé de ne pas faire d'autopromotion. Les médias généralistes les plus valorisés sont ceux qui se compromettent le moins avec des logiques de communication. Aussi, il est impératif de faire preuve de transparence, parce que reconnaître des faiblesses, c'est se donner les moyens de les contextualiser et de les expliquer en premier. C'est aussi témoigner d'une prise de conscience et d'une volonté d'agir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.